вече гледате Клик Плюс, јас сум Боријан Јовановски. Во Франција заврши изборите, победи Макрон и со тоа и олесна на голем дел од Европа, поготово за сите оние кои се плашеа дека може да дојде до радикални промени во Франција, која е една од највиталните, најважните земји на континентот. Макрон останува што понатаму со сите предизвици кои ги покажаа тие избори во Франција. Но се разбира, она што нас посебно не засега е како ќе го заврши Макрон председателството на Франција со Европскиот совет, кој очекуваме зелено светло за старт на преговори. Вечерва во студиото на Клик Плюс мои гости се амбасадорот на Република Франција во Македонија, господинот Бомгарднер, и председателот на Европското движење во Франција, господинот Ив Бертолчини. Bienvenue dans notre plateau. Bien entendu, c'est très intéressant ce qui s'est passé aux élections présidentielles. Vous avez l'élection législative dans quelques semaines. Mais je crois que nos téléspectateurs, ils sont très curieux de savoir qu'est-ce que la France, en tant que la présidence du Conseil européen, va faire pour que la Macédoine puisse commencer les négociations pour joindre l'Union européenne. Et je voudrais votre opinion, vous, monsieur l'ambassadeur, en tant que représentant officiel, et vous, monsieur Bertuccini, en tant que représentant de mouvement civique. Monsieur l'ambassadeur. Alors, je pense que, bon, de toute façon, la réélection plutôt du président de la République permet donc d'assurer la continuité de la politique qui a été menée au cours des 5 années précédentes, y compris sur les questions européennes et singulièrement en ce qui concerne les Balkans occidentaux. Sur la question de l'intégration européenne, de l'élargissement européen, il y a une position française qui a été très clairement affirmée, qui est une position générale, mais qui vaut aussi singulièrement pour la Macédoine du Nord. C'est qu'on estime que ce pays, comme l'Albanie, qui se trouve au même niveau de préparation, pour des raisons historiques et géographiques, a vocation à devenir État membre de l'Union européenne. Quand le président de la République a accueilli le précédent Premier ministre macédonien Zoran Zaev au Palais de l'Élysée au mois de juin dernier, il est allé encore plus loin dans ses déclarations publiques en soulignant que la Macédoine du Nord méritait en plus ce résultat, soit une ouverture rapide des négociations d'adhésion compte tenu de sa trajectoire remarquable au cours notamment des années les plus récentes. Donc, je pense que, et donc il faut garder à l'esprit que compte tenu du parallélisme qui a été fait pour des raisons politiques par les Européens entre le dossier de la candidature de la Macédoine du Nord et l'Albanie, débloquer la candidature macédonienne permettra dans le même temps de pouvoir ouvrir les négociations en ce qui concerne l'Albanie. Donc ça c'est la position française et elle est évidemment inchangée. Tout est subordonné en fait à la possibilité pour les deux capitales qui sont directement concernées, c'est-à-dire Skopje et Sofia, d'arriver entre elles à un arrangement. Et dans la mesure où celui-ci serait jugé de part et d'autre satisfaisant, il resterait ensuite aux Européens à accompagner ce mouvement. Et donc, d'où l'importance du dialogue en fait entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord. Et actuellement, on est dans une phase, effectivement, où les positions se précisent de chaque côté de la frontière. Donc nous, en tant que présidence française de l'Union européenne, comme d'ailleurs l'ensemble des partenaires et institutions de l'Union européenne, on suit tout ça avec beaucoup d'attention. On est là pour être vigilant, pour suivre le mouvement, pour être disponible pour se rendre utile dès que ceci sera jugé opportun par les parties. Mais l'objectif, c'est toujours le même, c'est-à-dire d'obtenir les termes d'un accord juste entre les deux parties pour pouvoir endosser ceci au niveau européen et permettre sans délai une ouverture des négociations d'adhésion en ce qui concerne la Macédoine du Nord et l'Albanie. J'ajoute que compte tenu de l'importance singulière qui est portée par le président de la République
au dossier de la région dans son ensemble. Celui-ci a voulu que pendant le semestre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, il y ait aussi une conférence spécifique entre l'Union européenne et les pays des Balkans occidentaux. Et cette conférence se tiendra à une date qui reste à déterminer précisément, mais dans le courant du mois de juin. Monsieur Bertoncini, c'est très important, surtout dans cette crise géopolitique, de voir l'Europe unie. Et d'une façon, l'Europe a réagi de cette façon-là, ce qui est impressionnant. Mais à votre avis, pour manifester cette réunification de l'Europe, quelle est l'importance pour que la présidence française avec le Conseil européen finisse avec le commencement des négociations avec la Macédoine et l'Albanie? L'Europe est unie, vous l'avez dit, mais c'est le continent européen qui est uni face à l'agression russe en Ukraine. Et je dis bien le continent européen, c'est-à-dire l'Union européenne, mais aussi ses voisins. L'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, mais il y a un sentiment de solidarité vis-à-vis de l'Ukraine. Et donc face à l'agression russe, il y a ce mouvement qui est un mouvement émotionnel, humaniste, de société civile, qui, à mon avis, va bénéficier aussi à la Macédoine du Nord. Parce que dans ce nouveau contexte géopolitique, il est important pour les Européens de s'unir davantage, de renforcer leur cohésion et puis de ne pas laisser la région des Balkans occidentaux être sous l'influence, y compris de la Russie, et puis il y a d'autres puissances qui peuvent essayer dans cette région d'exercer leur influence. Je crois qu'il faut du coup bien distinguer ce qui va se passer avec l'Ukraine. Bon, d'abord, il y a une guerre en Ukraine, et puis il y aurait peut-être un élargissement un jour prochain de l'Ukraine. Mais ici, dans les Balkans occidentaux, ce n'est pas un élargissement, puisque vous êtes au milieu de nous. Vous êtes au milieu de nous quand on regarde une carte de l'Europe. En réalité, vous êtes encerclés par des pays de l'Union européenne. Il faut parler de consolidation. Cette lecture géopolitique, je crois que le président français la partage. Je pense que le peuple français, en tout cas une majorité du peuple français peut la partager, et que du coup, en juin, pourrait avoir lieu ce signal positif d'unité européenne et donc cette autorisation de lancer des négociations d'adhésion. J'ajoute juste pour finir que la dernière fois, il y a eu un sommet à Sofia et c'était le président français qui était venu dire à Sofia « nous avons un problème de méthode ». La méthode a été changée, la méthode de négociation. Et c'est maintenant Sofia Cette fois-ci, qui dit voilà, on a un problème. cette fois-ci, le risque, ça serait que Sofia vienne en France en disant « nous avons un problème d'ordre régional ». Voilà. Ce problème, j'espère qu'il va être réglé. Je pense que la pression sera mise sur les autorités bulgares afin qu'il soit réglé, parce que compte tenu de la tension géopolitique de la guerre en Ukraine, il est vraiment maintenant nécessaire d'aller de l'avant et d'envoyer un signal à votre pays, également à l'Albanie. Je comprends votre impatience, votre frustration, mais il me semble que le temps est venu. Monsieur l'ambassadeur, c'est frustrant de voir l'Europe unie, parce qu'on voudrait aussi partager dans cette unification, partager la unité, dans cette démonstration de l'unité européenne. Mais d'autre côté, c'est vrai que c'est un peu irrationnel et ironique même que pour un conflit qui a des raisins dans l'histoire, on n'est pas capable de résoudre ces problèmes et de travailler sur l'avenir, au lieu de ça, de rester dans le status quo. Je comprends bien votre question. Je pense que c'est en fait toujours un petit peu la même difficulté. C'est que l'Europe, c'est une machine qui est compliquée parce que c'est un équilibre entre des pouvoirs et des contre-pouvoirs, avec un fonctionnement qui peut paraître opaque pour beaucoup de citoyens. Et c'est une machine, du coup, qui repose sur la fabrication du consensus. Il faut se mettre d'accord entre 27 États membres. Et même quand on y arrive, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a aussi le Parlement européen qui, sur la plupart des sujets, est ce qu'on appelle co-législateur. Donc il y a plus que son mot à dire, qui participe à la décision.
Et du coup, ça fait que la prise de décision dans la mécanique européenne, elle est souvent lente. Et donc, il y a une frustration qui en ressort, et on a le sentiment au moment X que l'Europe est en situation d'échec, tout simplement parce que le processus de maturation du consensus politique n'est pas arrivé à son terme. Et donc, ça veut dire que ce qui est perçu comme un échec au moment X, en fait, deviendra un succès au moment X+1 ou X+2. Et je crois que ce sujet s'applique sur beaucoup de thèmes, parce que si on regarde tous les sujets au cours des années passées sur lesquels il y avait au départ des difficultés, des divergences entre Européens, je ne dis pas pour tous, mais je dis pour la grande majorité d'entre eux, à un moment ou à un autre, on est arrivé à dépasser ces différends et à trouver un compromis. Donc je pense que c'est quand même dans ce contexte qu'il faut apprécier le sujet dont on parle, surtout qu'on a le sentiment que ce qu'on appelle ce veto bulgare, il existe, il se présente depuis des décennies parce qu'en réalité, le pays est candidat depuis 2005. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce non, il a été exprimé pour la première fois, je pense, en décembre de l'année 2020. Donc ça fait bientôt 1 an et demi. Donc c'est long, 1 an et demi, mais il faut comprendre qu'au regard de tout ce processus d'intégration européenne, c'est relativement court. Et donc ce que je voulais dire simplement à partir de là, c'est que ne croyez pas qu'il n'y ait pas d'unité entre les Européens. Il y a, moi, je pense au contraire, une importante unité entre les Européens, les États membres et les institutions européennes sur la façon dont ce dossier est considéré et sur l'urgence qui est reconnue au règlement de ce différend et à la nécessité d'une ouverture dès que possible des négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et avec l'Albanie, pour des raisons propres, pour des raisons qui sont celles que j'évoquais tout à l'heure, qui ont été signalées par le président de la République, notamment en ce qui concerne la trajectoire remarquable ces dernières années de la Macédoine du Nord, mais aussi pour les raisons que M. Berton-Nicini a rappelées. C'est que depuis quelques petits mois, on est dans un contexte géopolitique qui est tout à fait différent, et aujourd'hui, plus que jamais, il y a des raisons, je dirais, géostratégiques et pratiquement sécuritaires qui renforcent l'importance de pouvoir stabiliser cette région des Balkans occidentaux, ce qui passe aussi par une réaffirmation claire des perspectives européennes des pays de la zone. Donc on est dans ce processus. Monsieur Bertoncini, la perception de l'opinion publique pour la matière, c'est que les Bulgares n'ont pas une grande raison pour vraiment utiliser le veto. Et la perception des citoyens ici, c'est que derrière les Bulgares, il y a des autres pays qui se cachent parce qu'ils ne veulent pas l'élargissement, tout simplement. À votre avis, si on parle d'un problème qui pèse sur un problème géopolitique, comme on parle maintenant dans les circonstances présentes avec l'agression russe en Ukraine, à votre avis, est-ce que la Bulgarie est capable de bloquer le processus parce qu'elle veut comme ça? Et tous les autres pays membres sont sont pas capables du tout de faire quoi que ce soit. Donc vous avez raison de dire que parfois des pays se cachent. Quand la France, par exemple, à Sofia, est venue dire, non pas qu'elle était contre, mais qu'il fallait faire les choses avec méthode, sans doute que les Pays-Bas, par exemple, et le Danemark n'étaient pas très enthousiastes non plus. Bon, ils ont laissé la France faire. Bon. Simplement, maintenant, la France a obtenu satisfaction. Je peux même vous dire, en restant sur la France, que malheureusement, le fait d'avoir de nouveaux membres dans l'Union européenne n'est pas très populaire en France. N'est pas très populaire parce qu'il y a une sorte de nostalgie pour, je dirais, une Europe plus petite qui ressemblerait à une France en plus grand. Et donc, ça n'a rien contre la Macédoine du Nord, d'ailleurs, mais c'est parce que les Français préféreraient quelque chose d'un peu... C'était plus efficace. C'était mieux avant, voilà, bon, en gros. Mais ayant dit cela, pour ce qui est de la France, par exemple, le président de la République avait été assez clair, les élections sont passées, l'élection présidentielle, législative, donc lui, il n'a plus aucune raison, si même il voulait un peu ménager l'opinion publique, de ne pas être clair. Il en a d'autant moins qu'il a une lecture géopolitique des choses, géopolitique. Et je crois que c'est la même chose avec les Pays-Bas, avec le Danemark, parce que tout a changé depuis la guerre en Ukraine. Tout a changé. Il faut maintenant, très clairement, consolider l'Europe, renforcer sa souveraineté face à l'agression russe, face aussi à d'autres périls, la montée en puissance de la Chine, etc. Et donc, ça, c'est quand même la chose qui peut faire absolument bouger les lignes. Et vous me dites la Bulgarie au milieu de tout cela.
Franchement, si la Bulgarie obtient satisfaction dans le contentieux bilatéral, et il semblerait qu'il y a eu des négociations, que les négociations avec la Macédoine du Nord aboutissent au niveau, en tout cas, technique. Si la Bulgarie, dans un tel contexte, avec une telle pression géopolitique et diplomatique, s'entêtait à vouloir maintenir son refus, ça lui coûterait extrêmement cher politiquement, très très cher. Moi, je ne crois pas qu'elle puisse le faire. Je ne crois pas. Une autre question qui se pose, c'est le ministre des Affaires étrangères, hier, il a dit que si ça continue, ça va se transformer dans un problème gelé. Même, faisons allusion de notre problème avec la Grèce qui durait pendant 30 ans. Ce qui, d'autre côté, ouvre la porte pour que l'Albanie, avec raison, demande pour qu'elle soit découpée de la Macédoine et pour qu'elle commence les négociations seule, pas dans le paquet avec Macédoine du Nord. À votre avis, c'est possible que, parce que c'est vrai que c'est difficile à dire quoi que ce soit aux Albanais s'ils veulent se découper de cette couple, de les juger. Alors, bon, d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que sur cette question du découplage, qui a déjà été posée à plusieurs reprises à Bruxelles, les représentants des États membres ont eu l'occasion de s'exprimer. Et ce qui en est ressorti quand même très clairement, c'est qu'il n'y avait pas d'accord sur un tel découplage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le découplage, je veux dire, juridiquement, il n'y a rien qui ne justifie le couplage en fait, entre les dossiers, puisque le principe de l'élargissement, c'est que chaque pays est jugé selon ses progrès et ses mérites propres. Mais il y a l'idée aussi qu'il y a, dans le processus d'élargissement, il y a des étapes qui sont plus stratégiques que d'autres. Et l'ouverture des négociations d'adhésion, c'est un moment stratégique. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour des raisons politiques et pas juridiques, les États membres, très majoritairement, ont estimé qu'il convenait de ne pas découpler les deux dossiers. Bon, ce qui est vrai aussi, c'est que cette position, qui est donc politique, elle était liée à la perspective, à la possibilité d'avoir un règlement du différend bilatéral entre la Macédoine du Nord et la Bulgarie. Et en réalité, c'était donc lié assez directement à l'évolution de la situation intérieure bulgare. Parce que vous vous souvenez que c'est pas vieux, c'était l'an dernier, il y a eu 1, et puis 2, et puis 3 élections législatives. Et c'est que c'est simplement au terme de cette troisième élection législative qu'un gouvernement a été constitué, et c'était seulement en décembre de l'année dernière. Et puis, vous savez qu'à peu près dans le même temps, il y a eu aussi une crise gouvernementale en Macédoine du Nord qui a conduit à la formation d'un nouveau gouvernement au début de cette année, au mois de janvier. Et dès qu'en fait, on s'est trouvé en début d'année dans une situation où il y avait de part et d'autre de la frontière des nouveaux gouvernements constitués, avec des majorités claires de part et d'autre, il y a un processus de dialogue et de rapprochement bilatéral qui s'est mis en place, avec une visite de M. Petkov, une visite de M. Kovachevski le lendemain, tout un système de coordination et de travail bilatéral pour approfondir des sujets de coopération d'intérêt mutuel. Et tout ceci a créé une dynamique positive. Et tout ceci fait que donc, de la part des Européens, il y a de l'attente et de l'attention et de l'espoir sur la possibilité que ce processus de rapprochement permette de déboucher sur un accord. Mais c'est clair que maintenant, on entre dans une phase où en fait, on attend des résultats. Et c'est vrai que pour des raisons et pour d'autres, la première échéance qui est identifiée de façon collective de part et d'autre et au niveau européen, c'est celle qui correspond au terme de la présidence française de l'Union européenne, c'est-à-dire à la fin du mois de juin. Monsieur Bertoncini, vous êtes aussi le vice-président du mouvement européen. On est en train de discuter l'avenir de l'Europe. On attend au mois de mai la conclusion d'un grand débat, un large débat, qui a eu lieu, qui a commencé il y a déjà 1 an et demi. Et on est presque à la fin de ce débat, et on va avoir les conclusions. À votre avis, parce que la Macédoine, ça va prendre du temps pendant que la Macédoine rentre en Union européenne. Quelle Union européenne on va joindre dans 10 ans, disons? Alors ça, c'est une question très centrale, mais vous avez fait allusion au mouvement européen international qui est déjà capable de rassembler la grande Europe, c'est-à-dire y compris le mouvement européen macédonien. C'est toute la grande Europe. C'est l'Europe du Conseil de l'Europe.
La conférence dont vous parlez, c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe. Ce n'est pas la Ouais. conférence sur l'avenir de l'Union européenne. C'est-à-dire que dedans, il y a aussi des observateurs qui viennent Ok. Ouais. au-delà des 27. Et donc, on s'est Mais l'Union penché, européenne, c'est une institution centrale. absolument, mais on s'est penché dans cette conférence sur l'avenir de l'Europe au sens large. Moi, dans le groupe Europe dans le monde, de Ouais. surcroît. Et donc, la question de l'accession des pays des Balkans a été traitée. Mais vous avez raison de dire, il n'y en a pas que ça. Il y a aussi comment l'Europe doit-elle évoluer? Comment peut-elle s'approfondir? Comment peut-elle, par exemple, renforcer son autonomie stratégique sur certains sujets, l'énergie en particulier à cause de la guerre en Ukraine, sur les sujets de défense aussi. Bon. Comment peut-elle se démocratiser, être plus transparente? Donc il y a quand même l'idée qu'à la fin de cette conférence, le 9 mai, soit lancée une convention qui pourrait, par exemple, réformer les traités européens et dire comment l'Europe à l'horizon 2030 sera approfondie. Et je dirais que ceci a des conséquences positives pour les nouvelles adhésions, parce que vous me dites, la Macédoine du Nord, dans quelle Europe entrera-t-elle? Dans une Europe qui aura changé, en effet. En France, beaucoup veulent approfondir l'Europe, mais c'est en train de se faire, l'Europe est en train de s'approfondir. En réalité, il n'y a pas de contradiction entre approfondir l'Europe, la construction européenne, et l'élargir. Mais c'est vrai que plus on approfondit, plus du coup l'idée que d'autres vont nous rejoindre peut être acceptable, notamment dans des pays comme la France. Alors, moi, je souhaite que quand la Macédoine arrivera, il faut d'abord commencer les négociations, ensuite il faut quand même quelques années, donc Ouais. je dirais peut-être à l'horizon 2030, au-delà de 2030, eh bien l'Europe, elle soit, oui, peut-être plus intégrée, plus forte en matière de défense, plus forte en matière de transition écologique, parce qu'il y a en matière d'indépendance énergétique, et donc que la Macédoine rejoigne un espace et une union, peut-être un jour l'union monétaire, mais ça sera la volonté du peuple macédonien, qui en tout cas ait consolidé sa place dans un monde dont l'Europe n'est plus le centre, mais dont elle ne doit pas être le jouet. L'Europe ne doit pas être le jouet d'une rivalité entre l'Amérique, la Chine, la Russie, la Turquie, les pays du Golfe, le Royaume-Uni. Il faut vraiment qu'on se regroupe ensemble. Moi, je dis souvent, on se ressemble. Eh bien, puisqu'on se ressemble, y compris nous, nous Français, vous, Macédoniens, eh bien, il faut qu'on se rassemble. C'est évident qu'il y a un problème avec la crédibilité de l'Union européenne chez nous, ici, en France. On a vu ça pendant les élections présidentielles, dans les résultats, en fait, des élections présidentielles. Quel est l'avenir pour la France avec les résultats qu'on a vus? Parce que ce qu'on a vu en France, c'est que les deux partis traditionnels, structures traditionnelles, UDF, droite, Parti socialiste, gauche, ils sont en train de disparaître. À leur place, on voit l'extrême droite, on voit l'extrême gauche, et en grande majorité, on voit qu'il y a de plus en plus de voix contre les intégrations européennes. Où on va? Votre réponse diplomatique d'abord. Bon, c'est difficile parce qu'en fait, derrière votre question qui est complexe, il y a en réalité plusieurs questions. Je pense que, pour essayer d'être synthétique, déjà la question de la crédibilité européenne. C'est vrai que la crédibilité européenne, elle est souvent contestée ici, en France, partout. Oui. Mais je pense que ça tient à deux raisons. Ça tient à la façon, ce que je disais tout à l'heure, la façon dont l'Europe fonctionne. L'Europe, c'est une machine démocratique. Ce n'est pas une machine fondamentalement qui est là pour imposer des décisions. C'est une machine qui est là pour fabriquer du consensus. Et c'est vrai que par rapport à des puissances qui se comportent de façon plus traditionnelle, ça peut être pris comme de la faiblesse. En réalité, je ne crois pas que ce soit le cas, parce qu'il faudrait quand même se pencher plus systématiquement sur les réalisations de l'Europe comparées à ce qui peut être fait ou pas dans d'autres pays du monde. Et on verra que la fabrication du consensus, c'est fastidieux, c'est souvent frustrant, ça prend du temps, mais à la fin, ça permet d'avoir des décisions qui sont solides et qui produisent des effets dans la durée. Et tout ça paraît théorique, mais en fait, quand on regarde toutes les réalisations de l'Union européenne, ne serait-ce qu'au cours des 10 dernières années, les progrès sont gigantesques. Simplement, ils sont peu valorisés. Donc ça, c'est la première chose. C'est ce qui est le plus important. Et puis, il y a un autre problème. Il y a un autre problème, c'est qu'on est dans un monde où l'information circule, où la parole est libre, parfois même extrêmement libre et pas encadrée, et où la critique est facile.
Et c'est facile de critiquer l'Union européenne. C'est facile parce que si vous critiquez l'Union européenne, vous ne savez pas en réalité qui vous critiquez et vous savez que vous ne risquez rien. Mais allez vous amuser à critiquer telle ou telle puissance, et là, vous risquez de le sentir passer. Et donc, je pense que dans cette question de souveraineté européenne, il y a une question d'affirmation de la puissance européenne, mais aussi de la capacité, on parlait de crédibilité, mais il y a aussi la capacité de l'Union européenne à se faire respecter. Parce que souvent, on lui crache dessus, y compris de la part de ceux qui en sont les bénéficiaires les plus directs. Donc ça, je pense que c'est quand même un sujet. Après, par rapport à ce que vous disiez sur la situation française, bon, pour des raisons que vous comprendrez, effectivement, je ne peux pas entrer trop dans le détail de l'analyse, mais ce que je pense, c'est que ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que le président de la République a été réélu. Il a été réélu avec une majorité confortable, 58,5% des voix, dans le cadre du système institutionnel normal français, et donc sur un projet qui est assumé comme étant clairement européen. Sur un sujet qui est clairement assumé comme étant européen. C'est-à-dire que dans un pays où il existe aussi des tendances, des courants d'euroscepticisme ou alors d'interrogation sur la marche de l'Europe, vous avez un homme politique, un responsable institutionnel qui assume son engagement européen et qui d'ailleurs, le soir de son élection, de sa réélection comme le soir de son élection, vient à la tribune avant de prononcer un discours sur le fond de l'hymne européen, la 9e symphonie de Beethoven. Donc ça veut dire tout simplement que cette réélection, elle va permettre de marquer la continuité par rapport à la politique qui a été suivie jusqu'à présent sur les questions européennes, par rapport à l'ambition européenne qui a été affirmée dans le discours fondateur de la Sorbonne, mais avec probablement la possibilité d'un élan nouveau, non seulement compte tenu des conditions de la réélection, mais compte tenu aussi de l'évolution du monde et de l'Europe auquel on assiste depuis le début de l'année. Parce qu'on voit bien que quand même, autant il y avait sur ces sujets une vision française qui était ancienne et clairement affirmée, et je crois que l'évolution des événements lui donne raison, autant on sentait que certains partenaires au sein de l'Union européenne étaient un peu frileux par rapport à cette ambition. Et c'est clair que je pense que le nouveau contexte géopolitique favorise une prise de conscience sur la nécessité de renforcer, de travailler sur le renforcement d'une puissance européenne. Monsieur Bertoncini, une dernière question avant de finir. Quels sont les impératifs pour M. Macron dans les prochains 5 ans? Qu'est-ce qu'il doit faire absolument pour maintenir la crédibilité de l'Europe, vu que la France est, ensemble avec l'Allemagne, bien entendu, c'est le cœur de l'Europe. Moi, je crois qu'il a un agenda de souveraineté européenne. Il l'avait énoncé à la Sorbonne, c'est-à-dire renforcer la capacité des Européens à maîtriser leur destin. C'est ça, au fond, la souveraineté. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être à l'origine, mais avec les autres. Vous avez dit les Allemands, les Italiens, toute l'Europe, y compris, je le dis pour la France, l'Europe centrale et orientale, l'Europe nordique, parce que ce n'est pas toujours spontané, l'accord entre la France, l'Europe centrale, l'Europe nordique, au service de cet agenda de souveraineté. Donc la souveraineté en matière de sécurité, la souveraineté en matière énergétique, la souveraineté en matière alimentaire, industrielle, technologique, etc. Alors il va devoir le faire en acceptant de considérer que pour les Européens, il faut que tout ça se fasse dans un monde ouvert. Il ne s'agit pas de refermer, d'être protectionniste. Il faut le faire aussi dans le cadre d'une alliance avec les États-Unis d'Amérique, qui sont quand même très importants, notamment vis-à-vis de la Russie, quand elle attaque, ou de la Chine. Voilà. Et donc, je crois que la ligne était assez bien tracée depuis 5 ans, qu'il va devoir poursuivre dans cette direction-là. Il va faire un discours le 9 mai au Parlement européen de Strasbourg, puisque la conférence sur le futur de l'Europe terminera ses travaux à ce moment-là. Et si vous le permettez, je pense qu'il n'oublie pas ce qu'il avait dit aussi à la Sorbonne, l'identité européenne, ce qui nous rassemble. Essayer d'insister sur ce qui nous rassemble. Parce que l'Europe s'est unie dans la diversité. Entre les Français et les Macédoniens, il y a une diversité. Oui, mais si on regarde tout cela depuis la Chine, en fait, nous sommes assez proches, les Français et les Macédoniens du Nord. On est cousins, voilà. Et donc, je crois que le président doit garder cet équilibre. Parler en considérant qu'il faut respecter la diversité des Européens et en même temps insister sur ce qui les unit. Et parce que nous sommes assez proches en réalité dans nos valeurs, dans nos modes de vie, eh bien, nous devons nous unir davantage pour défendre nos intérêts dans le monde. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Bertoncini, merci d'être présent sur notre plateau. Poštovani gledači, vas svi благодарам za vнимание i do gledanja.